Merci de nous avoir rejoints ce matin pour présenter donc la version 2024 du logiciel César. Cette version, comme vous le savez peut-être, mais je le rappelle, c'est un développement conjoint. Encore une fois, le projet César, c'est une collaboration étroite entre l'université Gustave Eiffel qui va développer le solver, introduire les résultats de ses recherches dans le solver, et E-Tech, notre société éditrice de logiciels pour la construction et le bâtiment, et le génie civil en général, va travailler plus sur l'interface homme-machine, donc tout ce qui va être visuel pour vous et vous faciliter l'usage du produit. Le plan de développement, donc on est maintenant sur un plan de développement annuel avec donc cette version 2024 qui va être suivie d'une version intermédiaire au printemps et d'une nouvelle version annuelle à la fin de l'année prochaine. Il y a déjà de jolis projets en perspective. Je rappelle également que César, aujourd'hui, c'est essentiellement deux pôles d'expertise. Un pôle d'expertise pour les calculs géotechniques, donc tout ce qui va concerner fondation, soutènement, ouvrage souterrain, et qu'on va le voir aussi des outils pour les interactions sol-structure. Et également un pôle plus orienté expertise des ouvrages, donc tout ce qui va concerner notamment le bétongenage et également en projet les alcalis réactions et tout ce qui concerne également la maçonnerie. Donc les versions 2024 telles que je l'ai présentées aujourd'hui là dans cette prochaine demi-heure, trois quarts d'heure, c'est tout d'abord vous présenter la géométrie, voir quels sont les apports de l'interface, et notamment on va voir de nombreux outils d'import 2D et 3D, donc pour faciliter la liaison avec des logiciels externes. Je présenterai également le nouveau mailleur intégré pour généraliser le maillage quadrangulaire. Un effort important également pour l'amélioration du phasage, mais pas que, j'y reviendrai. Et puis, donc, des lois de comportement qui vont améliorer la modélisation des pieux, mais aussi des sols. Et enfin, présenter quelques nouveautés également pour l'exploitation des résultats. Alors, pour commencer, l'import de points en 2D, alors on travaille sur des imports de CSV. Ça peut être utile dans des projets de type, également lorsque vous avez une analyse sur terrain qui vous donne un profil bien particulier que vous souhaitez reprendre. Bon, ben, on peut importer ces points pour compléter générer notre modèle géométrique surfacique pour bien évidemment ensuite créer le maillage associé. Donc ça, c'est des choses relativement basiques, mais qui peuvent être utiles. On a ensuite donc amélioré également l'import du passage au 2D, 3D. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut le faire. Certaines fois, la géométrie 2D peut être exploitée pour le 3D. Donc, proposer cet outil nous paraissait pertinent pour améliorer cette liaison. Je vous ai montré l'import de points 2D. Forcément, l'import de points 3D est également intégré. Lorsque vous avez mené une campagne de relevé d'un terrain au lidar ou enfin un scanner quelconque, on peut récupérer ces données. Et puis, avec les outils, donc avec un peu de travail et les outils intégrés dans le logiciel, vous pouvez modéliser ce volume pour aller ensuite jusqu'au phasage et à l'interprétation, enfin, passer le modèle nécessaire. On va également importer des géométries IFC. Alors, la géométrie IFC, aujourd'hui, c'est un format qui... enfin, les formats IFC sont des formats qui se développent dès lors que l'on parle de BIM. Nous travaillons beaucoup avec le logiciel Geo5 Stratigraphie et la gamme Geo5 en général, qui permet donc de récupérer des modèles
de volume, en fait, de façon pertinente pour ensuite pouvoir retravailler dessus. Ensuite, donc un travail également d'intégration du Mailleur GMSH. Là aussi, c'est un apport complémentaire. Bon, j'illustre ici sur un modèle, le modèle que j'avais généré en 2D pour montrer que ce Mailleur peut, de façon généralisée, générer un maillage quadrangulaire. Donc, voilà, c'est une option complémentaire de maillage. Ce mailleur est surtout utile dans un cadre bien défini, c'est-à-dire qu'il va se substituer au mailleur actuel standard, parce que pour les utilisateurs actuels, vous savez que si vous voulez mailler en quadrangle, par exemple ici sur des zones de, de type revêtement, donc il est important de pouvoir mailler en plusieurs épaisseurs. Aujourd'hui, il faut que que ces surfaces et que le maillage remplisse un certain nombre de critères pour pouvoir mailler en quadrangle. Voilà, donc c'est ce que j'illustre ici. Et puis l'avantage du mailleur GMSH et de ses diverses options, c'est que maintenant on peut s'affranchir voilà, de définir cette géométrie de rectangle, en fait, pour pouvoir voilà, mailler généralement, de façon plus généralisée, en quadrangle. Donc, c'est un apport certain pour vos modélisations, pour faciliter la modélisation de tous ces revêtements surfaciques qui vont modéliser des soutènements, des revêtements de tunnels comme illustré ici. En complément de ces outils de maillage, on a intégré on a réintégré les points de densité. Donc, ce sont des fonctionnalités pertinentes également dès lors que l'on souhaite focaliser sur un point bien précis de notre modèle et donc associer à ce modèle une densité plus importante, comme on le voit ici, donc illustré sur des mailleurs surfaciques et puis par exemple à l'extrémité d'un ancrage. Pour l'édition des modèles, alors, bon, c'est un peu à la marge, mais on a retravaillé également la boîte de propriété, qui donnera lieu aussi courant pour la version 2025 à une refonte un peu plus complète. Une refonte de la boîte de propriété, surtout pour bien identifier le type poreux ou non du matériau. À travers cela, la définition de cette densité saturée va nous permettre d'utiliser la donnée pour la définition de la nappe, donc dans les options WTB. Également, on a bien identifié la possibilité d'activer ou non le comportement non drainé du massif de sol. En ce qui concerne le phasage, vous allez retrouver donc les options de copie simple, de partage ou non de certains jeux de données, donc propriétés, conditions limites, chargement. C'est-à-dire qu'on a bien identifié maintenant ces trois blocs importants dans les modèles pour que ce soit encore plus intuitif pour l'utilisateur. Et j'en montrerai un exemple par la suite. Également, maintenant, vous allez pouvoir insérer ou supprimer une phase. Donc, alors, supprimer, c'était possible, mais maintenant, insérer une phase est également possible sans perdre la trame du phasage. Donc, là aussi, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et enfin, pour compléter cette amélioration de l'édition du phasage, vous allez pouvoir intégrer des sous-phases par phase, sous-phases qui sont identifiées pour mener des calculs de type CFI-réduction ou encore facteur de sécurité. Donc, ce sont des calculs type CFI-réduction qui vont être demandés pour la nouvelle génération des Eurocode, notamment, pour qu'à chaque étape, on puisse avoir un facteur de sécurité. Donc ça, je vous montrerai également un exemple.
Je vais vous le montrer tout de suite, cet exemple. Ce sera plus simple. Alors, sur cet exemple, voilà, donc vous avez à droite la barre gestion des phases. Alors déjà, vous voyez qu'on a bien identifié les phases qui seront en type phasage d'un modèle qui ne serait pas de type phasage, par exemple, initialisation des paramètres. Ce modèle, vous voyez, il est en dehors du phasage. Ensuite, dans le phasage, donc vous allez pouvoir insérer une phase, comme celle-ci, voilà, donc, et ainsi récupérer tout ou partie des données, donc pouvoir partager par exemple les propriétés, les conditions limites, et puis ne pas copier le catch-up, puisque bien sûr on veut un schéma incrémental. Donc voilà, j'ai ainsi créé une première phase. Et puis également, donc insérer une sous-phase, ça automatise le schéma, par exemple, de ces réduction, dans le sens où on va récupérer les données, on va partir de l'état précédemment calculé, et on va également, par défaut, avoir les paramètres de calcul pertinents. C'est-à-dire que sans autre modification ici, je suis à même de relancer tout de suite le calcul pour avoir l'état en CFI réduction de cette phase-là. Donc là également en CFI réduction, bon, forcément c'est un peu plus obscur puisque c'est dans le solver, mais il y a eu un travail d'optimisation de cette procédure CFI réduction, avec donc l'avantage d'aller plus rapidement à une solution, même si ici je pense que j'ai ouvert trop de modèles et ça me paraît un peu long. Mais surtout pouvoir optimiser, encore une fois, les temps de calcul et la recherche du résultat. Donc, cette possibilité de sous-phase, hein, c'est pas limitatif à une seule sous-phase, c'est-à-dire qu'on peut rajouter plusieurs sous-phases de différents types dans une même phase. Sans perdre, bien sûr, le phasage classique associé à la phase principale. Je ne pense pas que ce serait si long. C'est le direct. J'ai Donc, je vais le laisser finir. Je vais passer à une autre étape de ma présentation. Je vais revenir aux lois de comportement pour introduire donc les lois de comportement pour les pieux. Donc, on introduit le caractère frottant pour les pieux. Donc, les pieux, c'était une option déjà proposée pour les barres. Donc, maintenant, c'est également proposé pour les pieux, avec également associé un comportement pour la pointe du pieu. Pareil, si j'illustre ça sur un modèle pertinent. Donc là, c'est un modèle assez académique que j'ai repris pour illustrer un demi-cropieux avec un chevêtre. Donc, créer la pointe de pieu, c'est, voilà, voilà, il suffit de se venir sélectionner le pieu, en fait, et il détecte la pointe pour pouvoir donc générer ce bloc spécial. Bloc spécial qui ensuite, dans les propriétés, pourra être, on pourra lui associer donc un coefficient d'interaction et en linéaire ou en plastique parfaite, coefficient d'interaction, donc il va être à définir par rapport à la résistance de pointe du pieu. Sur le pieu, je peux vous montrer quand même l'influence d'une loi de comportement. Alors, on l'illustre essentiellement ici sur les déplacements.
Donc bon, le chevêtre ici, hein, se déforme, on peut le masquer, mais voilà les pieux tels que en déformé très accentué, voilà comment il se déforme. Donc j'ai illustré ici 3 cas de poutre classique, poutre flottante ou avec pointe. Donc on peut voir ainsi euh, l'influence du tassement. C'est-à-dire que là, on est passé de 5 mm à 9 mm de déplacement. Donc le pieu sort bien, le pieu arrière sort bien du sol, hein, associé à cette loi d'interaction. Et puis la pointe vient pondérer un peu ce déplacement. On passe de 9 et quelques millimètres à 8 millimètres pour l'ensemble du massif. Donc ça, ce sont des pieux immergés. On voit l'impact sur le massif. Je reviens à ma présentation pour continuer maintenant sur les lois de comportement et vous présenter donc des formations volumiques qui ont été, pardon, des formations imposées qui ont été imposées, dont la déformation volumique isotrope. Donc c'est une option qui est proposée dans la définition du matériau, c'est-à-dire que vous avez possibilité de choisir une déformation imposée au bloc de massif, 2D ou 3D. Ce sont des résultats issus de la thèse de Wassim Mohammad en 2022, donc l'année dernière. C'était une thèse dans le cadre du projet TULIP pour l'analyse de l'interaction des tunnels sur les fondations sur pieux. Et donc, un certain nombre de déformations imposées ont été programmées, notamment bon, la déformation imposée isotrope, donc ce qui va nous permettre notamment de modéliser éventuellement l'excavation du tunnel, la perte de volume. Et puis d'autres déformations sont également programmées, de plus généralistes, voire encore une déformation imposée dans une zone bien définie, donc pour pouvoir notamment voir l'influence d'une pression de boue, par exemple, d'une injection sur le sol environnant. Alors, pour illustrer cela, je voulais vous montrer l'exemple suivant. Ici, le modèle est on revient sur le modèle qui a fini de calculer, donc pour lequel on pourra regarder les résultats. Et donc voilà, alors là, on va faire attention à la déformée qui est partie. On doit être en déformé imposé. Ne nous alarmons pas. Voilà. Donc on voit bien ici le schéma obtenu après la Céphi-réduction sur ce modèle. Plus intéressant, donc on a appliqué ici une déformation imposée dans les zones vertes. En fait, ici, il s'agissait, dans le cadre de ce modèle, on voit deux parois entre deux canaux, donc en fait, interplein entre deux canaux. Les deux parois sont retenues par un tirant ici. Et donc, l'objectif de la déformation imposée dans ces zones vertes était de modéliser le gonflement lié au gel dans ces zones. Donc, si on dans dans ces zones-là, on est venu imposer une déformation
qui permet donc la déformation, hein, tout simplement, l'impose choisissant une élasticité linéaire. Et ici, une déformation imposée qui vient trop plus, mais qui devait être de quelques pourcents en déformation volumique. Et les résultats donc permettent voilà, dans ces zones, on voit bien l'effet donc de la déformation imposée, on voit bien le gonflement modélisé qui va accentuer notamment l'effort dans ce tirant. C'était essentiellement l'objet de cette analyse. Si je poursuis, donc je vous ai parlé de déformation imposée. L'autre loi de comportement intégrée, c'est donc le gonflement. Le gonflement également proposé sous différentes formes, donc contrainte de gonflement uniforme, une pression de gonflement de type fluide pesant, donc pour associer au sol un comportement bien particulier associé au fluide, si c'est un milieu poreux, pardon. Et également d'autres pressions qui permettraient de prendre en compte déjà l'état de contrainte en place. Donc pour ce type, pour illustrer ceci sur un modèle d'ouvrage, j'ai pris un tunnel maintenant, tunnel simplifié en 2D, pour lequel on a fait un phasage somme toute standard d'excavation et de mise en place du revêtement, et puis donc une dernière phase pour lesquelles on est venu définir un sol, donc le sol de base. Dans le sol de base, on est venu définir donc des caractéristiques de gonflement, ici un modèle de gonflement non linéaire, donc pour lequel on a calé ces paramètres. Et pour illustrer cela, on voit bien, alors si je remonte par rapport à la phase d'avant, donc on avait un comportement classique hein, de notre galerie. Et si je passe donc au gonflement, on voit bien qu'il y a un soulèvement de la galerie associée à cette contrainte de gonflement appliquée au massif support de notre galerie. Voilà, donc pour ce qui concerne ces lois de gonflement, donc après, j'inviterai à les découvrir un peu plus en détail hein, l'aspect théorique associé à chaque loi de comportement. Et puis, donc pour finir ma présentation, donc présenter quelques outils complémentaires pour exploiter les résultats. Donc, pour les calculs en diffusion, on a rajouté la possibilité de modéliser les lignes de flux, tel qu'on le voit ici sur une digue. Et puis, on a également ajouté des fonctionnalités pour des outils un peu plus interactifs pour la définition des coupes qui vont nous servir à tracer des graphes. Je vous montre cela sur le modèle 3D de pieux. Voilà, donc on a nos pieux ici, donc on a déjà une possibilité de visualisation des efforts NVM pour ces pieux. Et puis, je vais, si je m'intéresse à un seul de ces pieux, je vais pouvoir tracer une courbe sur ce pieu. Donc la nouvelle fonctionnalité, c'est celle-ci, c'est-à-dire que là, on va pouvoir, de façon interactive, définir une ligne de coupe tout simplement en prenant un premier point et puis en se positionnant sur un deuxième point.
Et sur cette ligne de couve, donc je vais pouvoir tracer bien sûr les résultats classiques, notamment les efforts NVM qu'on va retrouver ici. Efforts que je peux également, enfin courbes qui ont été un peu améliorées également pour permettre d'intervertir les axes et d'orienter différemment l'axe vertical. Voilà, ce sont des fonctionnalités en plus pour l'édition des courbes. Pour venir sur ces outils de cours, pour montrer que c'est vraiment très générique, si je reviens sur mon modèle global, je peux tracer également une ligne de coupe de façon plus intuitive, en venant sélectionner donc un élément existant, comme ici un segment, et appliquer sur la boîte. Voici ce qui va conclure ma présentation aujourd'hui. Je valide que j'ai bien fait le tour de ce que je souhaitais vous présenter. Encore une fois, c'est une première introduction. Je vous invite à poser quelques questions si vous le souhaitez, et puis surtout à découvrir l'ensemble des nouveautés. Progressivement, on va mettre à jour nos chaînes, nos pages et nos chaînes YouTube pour intégrer ces nouveautés. Là, pour nos clients, la version sera proposée au téléchargement cette semaine. Et donc, vous serez averti de la possibilité de mise à jour dans le cadre de votre contrat de maintenance. Et puis pour les autres, je vous invite bien sûr à télécharger une version d'évaluation pour découvrir encore une fois à la fois ces nouveautés 2024, mais également les fonctionnalités précédentes du logiciel. Je vais vous laisser et je vous programmerai prochainement d'autres événements pour vous présenter plus en détail les fonctionnalités du logiciel Stellar. Au revoir et à bientôt.